Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le marché de l'immobilier de prestige est en pleine mutation et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Lefebvre qui est vice-président data chez Belle Demeure. Bonjour Thomas. Bonjour. Belle Demeure publie une étude dont le titre peut interpeller. Le titre c'est « Paris n'est plus le premier marché français de l'immobilier de prestige ». Ça, c'est quand même une information de taille. C'est une des informations qui ressort de cette étude. Oui. Ce qu'on a regardé, c'est l'ensemble du marché de prestige. Donc rapidement, ce qu'on regarde, c'est les transactions les plus chères, au minimum les 5% des transactions les plus chères en France, avec une borne qui varie territoire par territoire. Et quand on regarde ça, le poids de l'ensemble de ces transactions, on parle d'environ 40 000 transactions en France, qui représentent 17% du marché en valeur. Oui. Et si on regarde comment se répartissent ces 17% en valeur, il y a eu des grands chamboulements ces 10 dernières années. Oui. Paris et l'ouest parisien, ça représentait un tiers de cette valeur il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui, quand on regarde le classement, c'est plutôt les territoires de villégiature qui sont devant, avec la Côte d'Azur qui représente 15% de ces 40 000 transactions en valeur, encore une fois, et suivi par la Côte Atlantique qui est tout nouveau dans ce classement. Et l'Ouest parisien a même été relégué au-delà du podium et Paris en 3e position. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que en fait, c'est l'aboutissement d'une évolution engagée, comme vous l'avez dit, il y a déjà finalement de nombreuses années. Ça ne s'est pas fait comme ça cette année. Non, et surtout, attention, Paris reste super attractif, etc. Ce qu'on ne dit pas, c'est on ne dit pas que Paris est en perte de vitesse. Non. Il faut vraiment avoir en tête un gâteau qui représente l'immobilier de prestige, la valeur de l'ensemble de l'immobilier de prestige. La taille de ce gâteau, ça représente donc 40 000 transactions pour 39 milliards d'euros en termes de valeur de transaction. Ce gâteau, en fait, il a augmenté depuis 10 ans. En 2015, il représentait 24 milliards, il représente 39 aujourd'hui. Mais donc, sur cette création de valeur, cette création de valeur a été captée par des territoires de villégiature, notamment sur l'ouest de la France. Et c'est synonyme, ça illustre vraiment ce qui se passe de manière générale en France avec une demande immobilière qui tire fortement vers l'ouest, qui s'est accélérée notamment avec la crise sanitaire. C'est des territoires qui ont vraiment le vent en poupe avec pas mal de demandes. Et donc, ça marche aussi sur l'immobilier de prestige. Donc, vous l'avez dit, Paris reste un marché solide. Est-ce que cette nouvelle géographie du prestige, finalement, elle donne une carte pleine de nuances, pleine de variations? C'est vrai qu'on va reparler de l'ouest de la France tout à l'heure, mais avec un Paris qui ne s'effondre pas, finalement, tout est en nuances et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Quand je regarde l'immobilier de prestige, je distingue. En fait, maintenant, il y a vraiment deux tendances qui vont se distinguer. Ce qu'on va suivre sur, on va dire, le prestige urbain, Paris et l'ouest parisien, qui restent encore une fois des valeurs très solides. Oui, et très désirables. Et très désirables, notamment pour les cadres, on va dire. C'est des franciliens qui ont plus de 45 ans, qui sont soit patrons de boîte, soit très haut cadre, avec des très hauts revenus. Et donc, Paris et l'ouest parisien restent des valeurs patrimoniales très fortes, mais qui aujourd'hui augmentent moins fort aussi en termes de prix que des territoires de villégiature qui sont plébiscités. Et c'est aussi, on va dire, ça illustre aussi une autre façon de consommer son logement qui a vu le jour avec la crise sanitaire, qui est la résidence semi-principale, avec des ménages qui achètent des résidences dans lesquelles ils vont passer, qui vont au-delà de la résidence secondaire classique, dans lesquelles ils vont aussi vivre, potentiellement préparer leur retraite, avoir des réflexions patrimoniales de succession aussi. Voilà. Et dans cette logique-là, les territoires à l'ouest aujourd'hui tirent vraiment leur épingle du jeu. Et pour bien comprendre ce marché de prestige, finalement, il faut en comprendre sa sociologie aussi. Oui. C'est exactement ça. Et du coup, qui sont ces acquéreurs? Qui sont-ils à 95%, encore une fois, ce sont des Français qui travaillent, vivent en France, qui ont des revenus français. Le fantasme d'immobilier de prestige qui est fait par des étrangers richissimes qui viennent des fameux Américains. Des Américains ou même des pays du Golfe. Oui, c'est sûr qu'il y en a, mais sur des segments très spécifiques qui concernent vraiment l'ultra-luxe. Le prestige français, pour vous donner un exemple, ça commence en moyenne en France avec des transactions qui sont au-delà de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est 3 fois le prix médian français qui est à 200 000. À Paris, évidemment, c'est plus élevé. On est sur des transactions qui sont au-delà d'1,6 million, qui est on va dire, le
bas de gamme du prestige. Oui. Donc ces transactions-là, encore une fois, c'est plutôt des Français qui travaillent en France, plutôt âgés, avancés en carrière, ou voire même des retraités aussi, qui ont des logiques de succession et de transmission patrimoniale. Et donc le prestige français ne se définit pas uniquement par le prix. Alors, ou pas seulement. Oui. Ça peut. Alors nous, dans notre étude, on Oui. l'a défini par le prix parce Oui. que on fait parler des données, Oui. ce qui est mon métier. Après, c'est toujours lorsqu'on fait notre conférence avec Belle Demeure, c'est toujours des longs débats avec les professionnels de l'immobilier qui sont hyper intéressants sur qu'est-ce qu'on considère comme étant Oui. du luxe Oui, c'est ça. et du prestige. Il peut y avoir aussi des questions sur l'histoire du bâtiment, sur des choses culturelles évidemment. Mais là, dans les données en tant que telles, je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé que le prix pour définir ces bornes de prestige. Et justement, dans l'étude, il y a aussi de la data intéressante sur les hausses de prix spectaculaires. Je ne sais pas si je peux dire le mot comme ça, mais en tout cas, la Normandie, la Provence, la côte atlantique, les Alpes ou encore la Bretagne connaissent une hausse des prix notable. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces régions-là, sur le segment de l'immobilier de prestige ? Sur 10 ans, l'immobilier de prestige a augmenté de 25%. C'est à peu près le même chiffre que sur l'immobilier traditionnel. Ce qu'on observe surtout, c'est aussi une résistance plus forte au choc. Pendant la période de la crise sanitaire et de l'augmentation très forte des taux, l'immobilier de prestige a beaucoup moins bougé que l'immobilier résidentiel. Voilà, c'est un marché qui résiste beaucoup mieux au choc, de par sa nature et de par le fait que ces acquéreurs, ces acteurs sont moins sensibles aux augmentations de crédit, évidemment. Parmi les territoires que vous citez, c'est des territoires qui ont surperformé cette moyenne. Oui. L'augmentation la plus forte, c'est 50% d'évolution de prix en 10 ans pour des territoires comme la Provence, comme les stations de ski, et un peu en dessous, entre 40 et 50%, la côte atlantique et la Bretagne. C'est des augmentations qui sont très fortes. Et même la Normandie, c'était assez élevé aussi. Et Normandie aussi. Oui. Alors vous avez plusieurs effets. Le premier, c'est encore une fois, ça illustre le fait que ces territoires de villégiature tirent fortement leur épingle du jeu au profit de territoires de prestige urbain. Et c'est encore une fois quelque chose qui ressort de cette étude, qui illustre les nouveaux comportements des acquéreurs. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est aussi les stations de ski. Oui. Plus 50% en 10 ans sur les stations de ski, c'est un chiffre qui interpelle. Quand chaque hiver, au mois de novembre, au mois de décembre, on se demande s'il va y avoir de la neige à la montagne. Qui aurait parié là-dessus ? Pas moi. Et quand on voit les chiffres de l'évolution de prix dans les stations de ski, ça donne le vertige. Ça interroge en fait sur... alors, c'est pas dans n'importe quelle station, évidemment. On parle des stations là, très huppées. On parle de Val d'Isère, on parle de Courchevel, on parle de Méribel. Il n'empêche que ça existe. Il n'empêche que, on a des augmentations de prix très fortes. On continue de construire des résidences dans ces endroits-là. Comme quoi, en fait, pour l'instant, le prestige à la montagne ne connaît pas du tout la crise. Et les acquéreurs voient ça comme un investissement plutôt sur le long terme. Donc, c'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de cadre de vie qui est recherchée par ces acquéreurs-là. Comment est-ce que cette évolution, cette envie se traduit-elle dans leurs critères de recherche sur la plateforme ? Ça va dépendre effectivement de, encore une fois, quel type de logement on va chercher. Quand on est à Paris ou sur l'ouest parisien, il y a une notion évidemment de quartiers qui sont évidemment très plébiscités en fait, par cette clientèle de prestige. Donc c'est vraiment des micro-quartiers dans la capitale. Le 16e reste le cœur du prestige, le 16e, le 8e, ça reste le cœur du prestige parisien. Le 16e, c'est 20% de l'offre de prestige à Paris. Hein. C'est quand même énorme. Et c'est là où on va trouver à la fois les appartements où c'est cher au prix au mètre carré, mais surtout les plus grands appartements. Oui. Donc, vous n'avez pas des appartements de 200, 300 mètres carrés partout dans Paris. C'est 16e, 8e où on va trouver ce type d'appartement. Et donc là, la logique, c'est aussi des questions de localisation. Il y a une question aussi de proximité avec les écoles internationales. C'est ça un peu les critères évidemment de recherche. Et après, pour les territoires de villégiature, ça va être des critères plus classiques. Plus classiques, on va plus rêver, on va dire. C'est bientôt l'été, on va bientôt partir en vacances, mais avec évidemment des propriétés avec de l'espace préservé, avec une vue mer, un agrément jardin, piscine, exactement. etc. Voilà, donc on va dire des choses assez classiques, mais au goût du prestige. Est-ce que la notion de clé en main, vous savez, turn to key,
c'est quelque chose qu'on peut aussi quantifier chez vous ou pas? De plus en plus, Oui. et de plus en plus, on a une clientèle qui va rechercher des biens clés en main. Mmh. Et au-delà de la partie clé en main, aussi avec des services, Oui. qui est donc des résidences avec des services, comme ce qu'on peut trouver en fait à l'étranger, que ce Oui. soit à Londres, aux États-Unis ou voire même dans d'autres pays. À Paris, Oui. ça se fait de plus en plus, avec donc où on va avoir des services qui Mmh. sont liés, qui peuvent être proches de la résidence hôtelière. Oui. Et d'ailleurs, alors pardon, je ne vous avais pas proposé la question avant d'enregistrer. Là, on vient de dire qu'effectivement, le clé en main est intéressant et important à Paris, mais sur les territoires en région, je suppose que cette notion-là est moins présente quand même encore en France ou pas? Alors, la notion clé en main, Oui, avec le service. Oui. alors clé en main, je distingue clé en main et service. Clé en Oui. main, c'est vraiment, il n'y a pas de travaux à faire. Oui. Aujourd'hui, le coût des travaux, les Oui. difficultés, etc., fait que, oui, on a envie d'arriver, Oui. les clients ont envie Oui, d'arriver oui. avec leur valise dans Oui. l'appartement, Puis la et voire même, décoration est et voire même choisie. c'est Oui. décoré, Oui. etc. Donc ça c'est certain, et c'est Oui. encore plus vrai dans le prestige. Oui. Sur la résidence de service, Oui. j'ai envie de dire que c'est global, même si évidemment c'est plus facile à organiser à Paris dans des immeubles versus quand on est dans sa résidence. Mais oui, il y a évidemment toute une gamme de services qui est proposée avec ce genre de prestations, même si le client va Oui. le mettre en place aussi en arrivant avec un chef ou ce genre de choses, évidemment. Oui. Alors ça, c'est des choses qu'on voit moins, évidemment. Bon, mais qui vont peut-être se développer dans les années à venir avec le déplacement justement de cette clientèle, tout à fait. peut-être. Bon, là, on aura peut-être la réponse dans 2-3 ans. Dans cette étude, il y avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, la fiscalité. Le contexte politique pèse aussi beaucoup sur le choix de cette clientèle, et on est quand même marqué par un chiffre puisqu'il est dit que 31% des acquéreurs interrogés déclarent qu'ils pourraient réorienter leur projet immobilier en fonction de l'issue de l'élection présidentielle en 2027. Ça, c'est quand même un chiffre très, très important. Est-ce que vous vous y attendiez quand vous l'avez vu? Un petit peu, parce qu'on a, Oui. on a posé la question, mais c'est un chiffre. Vous sentiez, oui. Alors effectivement, on a fait en complément des données Oui. qu'on étudie, on a fait un sondage pour interroger Mhm. les clients de Belle Demeure, Oui, savoir un peu leurs sentiments sur les différentes perspectives à venir. On a posé 2 questions d'actualité. Une première question sur le conflit au Moyen-Orient, Oui. Qui pour eux, en gros, n'a pas d'impact. Mhm. Et ne remettent pas en question leur projet en fonction du conflit au Moyen-Orient. Alors Mhm. on a fait ce sondage en mai, hein. On n'était pas Oui. là, on est en juillet, et donc le conflit est en passe. Oui. Il y a des avancées qui sont Oui, faites. oui, C'était oui. pas la même situation qu'en mai, pardon. Et l'autre question qui était sur la présidentielle, qui est évidemment le gros sujet qui arrive dans les prochains mois, même si c'est encore un peu lointain. Mhm. Et on voit que sur les acquéreurs de prestige, c'est une vraie question qu'ils anticipent, puisque un tiers d'entre eux sont prêts à orienter leur projet dans un autre pays si l'issue de la présidentielle ne leur convient pas. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Évidemment, la fiscalité est toujours un sujet pour ces acquéreurs-là, mais le fait qu'ils soient à 30% à anticiper le fait qu'il y ait une issue non favorable et qu'ils soient prêts à quitter, à déplacer leur projet dans un autre pays est assez significatif et assez intéressant en termes d'angoisse pour eux. Après, la chose intéressante serait de savoir la partition entre ceux qui ont juste ce désir, un peu comme l'expression d'un ras-le-bol, et ceux qui le feront vraiment ou qui le feraient vraiment. Parce Tout à fait. qu'une expatriation, c'est quand même un projet de vie très important. Ça reste un sentiment, une perception. Oui, c'est ça. Oui. Mais voilà, intéressant de voir qu'à un peu moins d'un an de l'échéance présidentielle, c'est quand même dans la tête des acquéreurs de prestige. Je ne pense pas que ça soit dans la tête des acquéreurs de biens immobiliers plus classiques du marché traditionnel, ou pour laquelle la présidentielle n'aura pas un énorme impact. Pour le prestige, voilà, on sent que c'est quelque chose qui peut peser, et donc on va suivre ça de très près. On va laisser l'étude sur le site, donc ceux qui nous regardent pourront lire l'étude. Quels enseignements les professionnels qui nous regardent doivent-ils retenir de cette étude quand ils la liront, d'après vous? Je pense que l'enseignement le plus intéressant, c'est ce déplacement de valeur, cette création de valeur vers l'Ouest, et qui fonctionne aussi pour l'immobilier de prestige, Oui. et que il y a des choses à aller creuser à l'Ouest, puisqu'il y a encore des différences de valorisation très fortes entre
l'Ouest français et la Côte d'Azur, par exemple. Hein. La Côte d'Azur reste presque 2 fois plus chère que la côte atlantique ou la Bretagne. Ça pose des questions aussi avec le réchauffement climatique et potentiellement ce qu'on a vécu la semaine dernière à Paris, voire même dans le reste des territoires urbains français, que ce soit à Bordeaux, à Lyon. Il y a des questions qui se posent. Le littoral breton, le littoral sur la côte atlantique sont des littoraux où la valorisation augmente plus que la Côte d'Azur ces dernières années. Je ne dis pas qu'il n'y a que le réchauffement climatique, mais il y a une certaine attractivité et qui est confirmée quand on regarde un peu les parts de marché, etc. Donc, je dirais qu'il faut s'intéresser à l'Ouest, c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir à quel point on est dans une époque où tout évolue, en fait. On est il me semble, sur un point de bascule, en fait. Les grands classiques du passé n'existent plus et on est en train de définir peut-être une autre vision des marchés immobiliers. Une autre vision, une autre utilisation aussi. Le marché immobilier évolue aussi en fonction des acquéreurs, les besoins ou les envies des Français il y a 10 ans en termes d'immobilier vont plus être les mêmes. Il y a des choses qui sont fortement liées aussi à la démographie. Voilà, donc il faut se tenir au courant et prendre les opportunités et ajuster, on va dire, sa stratégie en fonction des différentes opportunités. Et s'adapter. S'adapter. Merci Thomas. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux et nous, on se retrouve très vite pour un autre épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.